Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à l'emploi des jeunes au Bénin. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un programme qui, depuis 4 ans, a marqué l'insertion professionnelle de milliers de jeunes diplômés, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE. Lancé en juillet 2020, ce programme avait pour ambition de faciliter l'accès au marché du travail à 2000 jeunes par an. Aujourd'hui, après 4 ans d'exécution, quel bilan peut-on dresser? Pour répondre à la question, nous avons le plaisir de recevoir Urbain Amengbedji, directeur général de l'ANPE. Avec lui, nous analysons les résultats obtenus, les défis rencontrés et les perspectives d'amélioration de ce programme essentiel. Monsieur le directeur général, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Marcel. C'est un plaisir de vous recevoir pour conduire ces échanges. J'ai le plaisir d'être accompagné par mon confrère de Canal 3, Idrissou Boukari. Bonsoir. Marcel Arossi, bonsoir. DG, bonsoir. Bienvenue donc sur ce plateau pour planter le décor. Quels sont les principaux chiffres donc à retenir 4 ans après la mise en œuvre ou l'exécution du programme spécial d'insertion dans l'emploi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Disons qu'en 4 ans de mise en œuvre de ce programme, nous avons connu environ 140 000 jeunes qui se sont intéressés au programme en s'inscrivant. Mais des 140 000, seuls 63 728 étaient éligibles, c'est-à-dire remplissaient les critères pour bénéficier de ce programme. Nous avons eu 1668 entreprises qui se sont intéressées au programme et qui ont bénéficié de l'appui du programme. Nous avons eu 15 501 postes proposés par les entreprises et publiés par notre plateforme au service des jeunes. Mais seulement 7 130 postes ont pu être décrochés par les candidats et ont pu être envoyés dans les entreprises pour être bénéficiaires. Et à la fin du programme, nous avons fait une petite étude quand même pour voir l'impact du programme à mi-terme, pour voir si effectivement nous évoluons vers les résultats prévus par le programme au départ. Et nous avons le plaisir de vous annoncer que, à la suite de cette évaluation, nous avons noté que 68,6% des personnes envoyées dans les entreprises ont réellement trouvé de l'emploi après 2 années d'appui de l'État. Et donc, cela était le résultat attendu suivant le lancement du chef de l'État en juillet le 31 juillet 2019. Il disait que nous allions recruter 2000 jeunes chaque année qui vont bénéficier de l'appui de l'État au profit des entreprises. Et à la fin des 2 années, ils sauront, par leur efficacité, se faire recruter au sein des entreprises ou alors pouvoir voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'environ 70% de ces jeunes ont pu atteindre ce résultat. Nous avons eu tous les chiffres, sauf ce que ça a coûté à l'État. Ah non, nous savons ce que ça a coûté à l'État. Nous le savons très très bien. Nous savons qu'en ce qui concerne la subvention accordée aux entreprises, c'est-à-dire les salaires payés par l'État, que l'État a dépensé plus de 13 milliards en termes de salaires versés directement aux jeunes bénéficiaires de ce programme. Nous savons également que pour le fonctionnement du programme, l'État nous a versé, en tant que structure de gestion du programme, 1 763 millions de francs qui ont servi à faire fonctionner le programme. D'accord. Le programme a été évalué en juin 2024 pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Globalement, qu'est-ce que vous retenez? Globalement, nous retenons que le programme est efficace dans la mesure où près de 70%, c'est-à-dire 7 jeunes sur 10 qui bénéficient de ce programme retrouvent l'emploi. C'est-à-dire ce qui était leur objectif en entrant dans le programme. Et donc, avec l'appui de l'État, ces emplois qui n'auraient pas pu être décrochés, parce que par ailleurs, les entreprises, par rapport à leur trésorerie, craignent de devoir dépenser dans des ressources humaines sans résultat. Maintenant que l'État se substitue aux entreprises pour prendre les charges en compte, alors les entreprises y vont avec beaucoup plus d'aisance. Et après avoir expérimenté, le résultat, c'est que les entreprises recrutent et que ceux qui ne sont pas recrutés arrivent à se faire recruter par d'autres entreprises ou alors arrivent à créer eux-mêmes leur propre emploi. Et donc, nous résolvons un problème fondamental qui est que le chômage des jeunes, mais également la crainte des entreprises de recruter
par des soucis de trésorerie ou autres qui les empêchent de le faire. Et donc, on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État, le gouvernement, a eu raison de nous amener à mettre en œuvre ce programme en remplacement d'autres programmes que nous avions et dont l'efficacité était moindre. Je vous rappelle qu'avant ce programme, nous avions le programme d'appui à l'emploi salarié, qui était le programme phare que nous mettions en œuvre. Et ce programme ne permettait pas à 1% des gens de se faire recruter, parce que ce programme était essentiellement tourné vers l'administration. Nous envoyions les jeunes dans l'administration et à la fin du stage, ils étaient obligés d'être libérés par l'administration parce que l'administration ne recrute que par concours. Aujourd'hui, le programme est totalement tourné vers le privé et le secteur privé, après avoir apprécié les performances du jeune, décide de recruter, de le garder ou de le libérer, mais avec un acquis en expérience professionnelle qui lui permet de se faire recruter par d'autres entreprises. Peut-on dire aujourd'hui que le PSIE a rempli toutes ses promesses? Bien entendu, on peut dire que ça a rempli ses promesses, mais il nous reste quand même des défis. Les défis, ce sont d'abord que tous ces jeunes n'ont pas pu être... D'abord, le premier défi, sur 15 000 postes, seulement 7 000 ont pu trouver des profils adaptés. Cela pose le problème de l'inadéquation du profil à l'emploi. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises ont des besoins en ressources humaines que nous n'arrivons pas à combler. Il y a environ 50% des demandes et des besoins des entreprises qui ne sont pas satisfaites. Et quelle est la solution à votre niveau? Il faut revoir le système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'industrialisation. Notre système éducatif n'était pas préparé à ça. Aujourd'hui, les industries demandent des spécificités, des profils que nous ne pouvons pas leur donner parce que les centres de formation, les universités n'étaient pas préparés à former des gens dans ces domaines-là. Si vous allez à Glodjigbe, vous allez voir d'énormes machines qui fonctionnent et vous allez voir que ceux qui les réparent sont des Indiens. Nous devons former des gens pour occuper ces postes-là. Aujourd'hui, le gouvernement a lancé d'énormes travaux et nous nous rendons compte quand nous lançons des appels que nous n'avons pas suffisamment d'ingénieurs BTP. Nous trouvons des licenciés, mais les gens demandent des ingénieurs que nous ne trouvons pas. Dans le domaine de l'hôtellerie également, des spécificités sont demandées pour lesquelles nous n'arrivons pas à trouver des profils. Il y a donc lieu de revoir le système de formation pour coller au marché de l'emploi, pour coller aux besoins des entreprises. Et cela est le premier défi, parce que nous avons perdu 50% du potentiel emploi dont nous aurons pu bénéficier, dont les jeunes auraient pu bénéficier pour pouvoir sortir du chômage. Et pour obtenir cette adéquation, vous pensez, en tant que Béninois, qu'on peut espérer ça jusqu'à quand? Bon, voyez-vous, si on se met au travail aujourd'hui. Oui, le travail a commencé déjà. Le gouvernement est très conscient de la situation et a lancé la réforme du système éducatif. Et cela a commencé. Un système éducatif ne se renverse pas. Il faut le faire progressivement. Et je n'en suis pas un spécialiste. Mais je peux dire que ce qui a commencé, si ça se poursuit inexorablement, nous allons y arriver. J'ai peut-être omis de dire que les métiers sont les plus demandés. Et cela n'est pas ce que notre système éducatif fournit actuellement. Moi-même, à travers la NPE, sans ce programme, bien des entreprises chinoises qui m'ont demandé 200 staffeurs tout de go, et je n'ai pas pu trouver sur le territoire national, malgré les appels que nous avons lancés. Des ferrailleurs, donc des métiers de la construction, pour lesquels les gens ont besoin de gens qui ont des CAP, DT, DTI, ces diplômes-là, pour lesquels nous n'avons pas de compétences. Et donc aujourd'hui, avec le système et la réforme du système, j'ai foi et je vois bien que ce qui est mis en œuvre devrait nous permettre d'y arriver pour que d'ici à quelques années, je ne saurais le dire combien d'années, nous puissions arrimer plus ou moins. On n'y arrive jamais parfaitement, mais que nous puissions, dans une certaine mesure, combler le besoin du marché en ressources humaines. Et nous connaissons très bien donc, les secteurs prioritaires du gouvernement, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, c'est l'énergie et autres. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont beaucoup plus bénéficié de ce programme dans sa mise en œuvre? Oui, c'est le marché du travail tel qu'il est défini dans notre pays est un marché dominé par l'agro-industrie et puis plus tard le secteur du commerce, les échanges. Et donc, c'est ces secteurs qui ont le plus recruté dans ce domaine-là. Et là où nous avons beaucoup plus souffert, c'est le secteur des TIC, où il y a eu beaucoup de recrutement aussi, mais
il y a eu des spécificités. Vous savez que dans le domaine du numérique, ça ne manque pas, ça évolue très rapidement et les entreprises ont de plus en plus de besoins en technicité, en spécialité, en spécificité que nous n'arrivons pas à combler parce que, bon, pour le moment, les centres de formation font des généralistes. Vous avez tout le temps des gens qui ont, comment on dit, gestion, management d'éthique. Ils ont fait une licence en gestion d'éthique, mais pas suffisamment de spécialité. Et cela est demandé de plus en plus. Et nous devrions quand même, à travers nos universités et centres de formation, répondre à ce besoin-là. De toute façon, il y a eu bien d'heureux bénéficiaires de ce programme. Nous allons suivre à l'instant quelques témoignages. Quand ce projet a été lancé, j'étais parmi les personnes qui étaient vraiment sceptiques parce que je ne croyais pas en ça au début. Et c'est pas ma curiosité que je me suis inscrit. Et après l'inscription, j'ai commencé par postuler. Et à maintes reprises, on m'a appelé et je n'allais pas. Et je me disais, bon, qu'est-ce qu'il faut aller faire? Parce que j'étais en service dans une autre structure de la place. Et fortuitement, l'après-midi, comme ça, on m'a appelé pour un entretien. C'était pas loin de la structure dans laquelle j'étais. Donc, j'ai fait un 100 pas, je suis allé. Automatiquement, j'ai été quand même un peu surpris. 3 jours après, on m'appelle, on me dit, bon voilà, j'ai eu plusieurs opportunités, plusieurs entreprises qui m'ont appelé. Et j'avais un choix à faire. Et le choix s'est porté sur SDP. Je me suis retrouvé ici en 2022. Moi, j'ai fini l'université en 2009. Et je travaille dans des structures privées. Mais franchement, avec ce programme, j'ai compris qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été recrutés. Beaucoup. Ça a sorti beaucoup de jeunes dans le chômage. Imaginez un instant, quand vous avez le bac, quand vous avez le bac plus 2, bac plus 3, et quand vous avez cette opportunité-là. C'est grâce à PSIE que pour moi particulièrement, l'insertion professionnelle a été réelle. C'est vrai, j'ai eu à travailler à la cour d'appel, mais ce n'était pas sur une longue période et ce n'était pas vraiment ce que je pratique ici. Donc après la période de stage, c'est-à-dire que cette entreprise avec sa particularité a pu respecter les normes. Tout ce qui était dit dans le contrat, on devrait se faire assister, on devrait avoir des coachs et tout. Nous, on a eu la grâce d'être formés et c'est vraiment un gain pour nous. C'est vraiment un très bon programme et puisque Dieu nous a fait grâce d'un dirigeant qui se respecte et qui respecte la valeur humaine. Et voilà, nous nous sommes retrouvés ici avec mes collègues. Nous avons été tous retenus. On est aujourd'hui 70 collaborateurs au sein du cabinet. Sur les 70, 11 ont été recrutés via le PSIE et dès le départ. Dès la création de l'entreprise. Sur les 11 recrutés, 8 ont été embauchés et 3 sont toujours en contrat PSIE qui ça va finir dans 3 ou 4 mois et ces 3 seront également embauchés. Donc c'est 100% des allocateurs que nous avons reçus via le programme PSIE qui ont été recrutés par l'entreprise et qui nous donnent entièrement satisfaction. Il y a eu un programme d'accompagnement, de formation, de suivi, de mise en situation de ces jeunes ingénieurs, administratifs également, et techniciens aussi dans le domaine du génie civil. C'est une initiative très louable qui a un très fort intérêt parce que ça facilite l'insertion des jeunes et en même temps ça contribue à alléger, en tout cas dans les phases de démarrage, de consolidation et de développement des entreprises, à alléger les coûts d'exploitation. Ça a été le cas pour le cabinet SDP, mais l'idée qu'il y avait surtout derrière pour nous, c'était le recrutement et la formation de jeunes, la montée en compétences de ces jeunes-là, qu'on
qu'on ne reconnaît plus entre le moment où ils sont rentrés et ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, ils sont devenus de véritables professionnels et c'est grâce à cette initiative-là et à ce programme présidentiel. Le PSE a été un grand soutien, un grand pilier, surtout en matière de ressources humaines pour notre entreprise. Parce que notre entreprise étant spécialisée dans la recherche et le développement, le plan de recherche était un plan vraiment viable et il fallait avoir de la ressource qui allait intervenir sur ces projets de recherche et pouvoir mettre des projets sur le marché. Donc à ce jour, depuis 2021, quand même, on a eu des ressources qui ont travaillé avec nous, dont on a bénéficié auprès du PSE, des allocataires, qui ont fini même les 1 an. Wow Monde a su vraiment les maintenir, les garder après cette première année, a pu les garder et même certains sont même en emploi actuellement avec nous. Donc grâce au programme du PSE, je suis heureux même de l'affirmer, c'est vraiment une bonne initiative ce programme. Et ce programme, on peut le dire fièrement, a permis pas seulement à nous, notre entreprise, de mettre sur le marché béninois des solutions numériques. Et à l'instar, par exemple, comme dans les pays de la Silicon Valley et tout, de la Silicon Valley aux États-Unis et tout, des entreprises comme et la nôtre ont pu développer des solutions comme Barostrat, comme Prunel, comme des applications de gestion de fermes avicoles complètes qui tournent aujourd'hui au Bénin et même dans la sous-région grâce au soutien du PSE. Grâce à ce programme, j'ai pu hausser mon niveau de vie. J'ai quitté quand même un salaire qui était minimum ou bien un salaire de base pour arriver à un salaire conséquent qui me permet aujourd'hui de pouvoir subvenir à mes besoins. Et grâce à cela aussi, j'ai un emploi stable, un revenu stable et ça me permet d'avoir quand même une vie un peu confortable quand même. Voilà donc des témoignages qui justifient la pertinence donc, de ce programme qui arrive à placer 2000 diplômés dans les entreprises publiques et privées chaque année. Déjà sans doute un motif d'encouragement pour vous. Oh, vous me voyez sourire, il y a de quoi sourire. Oui. Je pense que l'idée était une bonne idée. Oui. L'initiative a été de bonne aloi, c'est bienvenu. Et tout le monde, les entreprises aujourd'hui qui en bénéficient l'apprécient, les jeunes également. Il fallait créer ce programme-là. Certes, il n'y a pas de programme sans difficulté, il y en a. On abordera certainement certaines difficultés tout à l'heure. Mais globalement, pour ce que nous avons aujourd'hui, et que nous entendons des entreprises bénéficiaires et des jeunes bénéficiaires, je crois que les deux parties sont satisfaites de ce que l'État béninois leur propose, le gouvernement a mis en place et qui est une facilitation à l'insertion professionnelle, aussi bien pour les entreprises que pour les jeunes. Mais quel était l'état des lieux? D'où est-ce qu'on est parti? Pourquoi ce programme était-il devenu nécessaire? Ce programme était devenu nécessaire parce que, à un moment donné, en tant que structure d'insertion et de promotion de l'emploi, nous avions des difficultés à faciliter, à avoir la facilitation nécessaire pour cette insertion. Vous savez, une agence d'emploi comme la NPE utilise ce que nous appelons des mesures gouvernementales. Dans beaucoup de pays, l'État met en place des mesures de facilitation. Ailleurs, on appelle ça aide à l'emploi. Aide à l'emploi. Et en matière d'aide à l'emploi, nous sommes partis de programmes peu efficaces. J'ai parlé d'un tout à l'heure, le programme d'appui à l'emploi salarié, qui consistait pour nous à envoyer les jeunes dans les ministères comme des stagiaires et à les payer pendant 1 année, pendant 2 années, selon le programme. Et ces jeunes travaillaient, prenaient goût au travail, mais au bout d'1 année, au bout de 2 années, ces jeunes étaient obligés de retourner à la maison parce qu'ils ne peuvent pas rester. Sans passer par un test, un recrutement, le ministère ne peut pas vous donner du travail. Donc, de ce point de vue-là, les jeunes étaient accompagnés à l'acquisition de compétences, certes, mais l'insertion était toujours difficile. Et une fois qu'ils sont proposés aux entreprises privées, vous voyez bien que le matching n'est pas non plus bien fait. Vous avez fait le stage au ministère des Affaires étrangères, OK. Mais est-ce que les entreprises privées sont dans ce domaine-là? Et donc, il y avait beaucoup de difficultés à arrimer l'ensemble de ces activités-là de manière à promouvoir durablement de l'emploi avec la confiance des entreprises privées qui étaient les vrais recruteurs.
Aujourd'hui, avec la nouvelle initiative du chef de l'État, le PSIE, le Programme spécial d'insertion dans l'emploi, nous sommes uniquement tournés vers le secteur privé. Et donc, on va dire, c'est dans le secteur et dans l'entreprise que vous faites directement le stage. Nous, on ne l'appelle pas stage parce que là, maintenant, ce sont des gens qui sont des professionnels. Ils ont appris un métier. Ils débutent, certes, ce sont des débutants, peut-être, mais ils sont mis en situation de travail réel. Et là, ils sont payés comme des salariés. Ce ne sont pas des stagiaires. Et ils acquièrent des compétences. Ils évoluent, comme le chef d'entreprise l'a dit, en matière de compétences, d'acquisition de savoir et de savoir-faire. Et pendant cette période-là, ils sont à la charge de l'État. C'est ça la différence. C'est l'État qui paye les salaires. La première année, l'État paye les salaires à 100%. L'État paye les impôts. L'État paye les cotisations sociales. Et à la deuxième année, nous demandons à l'entreprise de payer le salaire net. Et l'État continue par payer les impôts et la sécurité sociale. Je précise que ce que je veux dire ici, c'est que dès la première année, ils rentrent dans l'entreprise, l'État commence à cotiser pour eux pour la retraite. C'est ça que nous appelons les charges sociales. On paye pour eux. Donc, il n'y a rien qui manque au statut qu'ils ont de travailleurs. Impôts, charges sociales, tout est payé. Alors, et après 2 ans, quand on n'est pas retenu par l'entreprise, quel est le sort du candidat? Est-il remercié comme ça? Alors, après 2 années, nous espérons, et les statistiques nous montrent maintenant qu'environ 70% sont retenus soit par l'entreprise, soit par une autre entreprise, ou alors ils arrivent à se débrouiller tout seuls pour ceux qui ont le virus de la création de l'entreprise. Et il y a environ 30% qui n'arrivent pas à se faire recruter, ni par l'entreprise où ils ont fait le stage, ni par une autre entreprise et n'arrivent pas non plus à créer. Évidemment, on ne pouvait pas espérer mieux. Ceux-là, ces 30%, ne sont pas abandonnés. Nous avons d'autres programmes qui peuvent les récupérer. Notamment, ceux qui veulent aller à l'entrepreneuriat peuvent être récupérés par les programmes de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Ils peuvent revenir à l'ANPE pour se faire accompagner pour la reconversion ou pour chercher d'autres formes d'insertion, parce que d'abord, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les jeunes à l'insertion. Est-ce que la récupération est systématique? Là, des PME est-elle en contact direct avec l'ANPE? Bien entendu, nous sommes des structures de l'État et nous sommes en coordination. La récupération est donc systématique. Oui, mais on ne va pas vous récupérer à la maison. La DPME n'ira pas vous chercher pour vous forcer à aller dans un de ces programmes. Vous devez en faire la demande, la démarche. Parce que pour trouver du travail, l'État va vous aider, certes, mais ça revient à vous. Votre capacité à rechercher, à être endurant, à être entreprenant et à être capable de satisfaire un chef d'entreprise. Cela vous revient, la grande partie du travail. L'État apporte les ressources, l'État apporte l'accompagnement, mais la responsabilité revient d'abord aux chercheurs d'emploi. Et pendant 4 ans donc, de mise en œuvre, quelles ont été les difficultés majeures donc, auxquelles vous avez été confrontés dans le déroulement? La première difficulté, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure. L'arrimage du profil aux emplois demandés. Nous avons perdu 50% des opportunités du fait que nous n'avons pas pu trouver des compétences appropriées aux entreprises. Ça, c'est une difficulté majeure que nous devons. C'est des opportunités perdues pour le programme. La deuxième difficulté, ce sont les problèmes inhérents en entreprise et entre les hommes. Nous avons découvert dans la mise en œuvre de ce programme qu'il y a quand même quelques entreprises, quelques chefs d'entreprise qui ne sont pas vertueux. Correct. Qui veulent profiter du programme pour faire des choses qui ne sont pas prévues. Il ne faut pas se le cacher, il y en a qui ne sont pas vertueux et qui font des pressions sur les jeunes, sur les ressources que l'État leur donne, ou qui font pression sur les jeunes par rapport aux allocations, mais également par rapport au charme de nos sœurs et qui veulent en profiter. Il y a de cette déviance qui nous arrive, des plaintes que nous recevons et pour lesquelles nous travaillons à pouvoir résorber les problèmes dans le respect des règles de l'État. Il y a des chefs d'entreprise qui ont été mis en prison pour ça.
Nous avons dû dénoncer et saisir le procureur de la République pour des chefs d'entreprise qui se sont mal comportés, qui ont pensé que les ressources de l'État, ils pouvaient les siphonner par des moyens détournés. Et nous avons dû sévir pour pouvoir leur demander des comptes. Il y a eu des cas que nous avons référés à l'INF pour que les structures appropriées puissent les prendre en charge valablement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de traumatisme durable sur les bénéficiaires. Tout ça, ce sont des difficultés que nous avons. Je voudrais évoquer une troisième difficulté. Les autorités et beaucoup de gens nous rapportent que les jeunes disent « on n'est pas informé, on n'est pas informé ». Vous savez, à la télévision nationale, tous les jours avant le journal, la publicité sur le PSE, ça passe. Bien sûr. Sur les réseaux sociaux, nous faisons des efforts, mais on entend toujours, on n'est pas suffisamment informé. Je pense que nous travaillons à diversifier nos manières de communication, mais cela nous apparaît comme une difficulté dans la mesure où les bénéficiaires, lorsque les autorités vont dans les départements, dans les communes, dans les arrondissements, nous reviennent avec la plainte incessante. Nos populations disent qu'elles ne sont pas informées. C'est une difficulté à laquelle nous réfléchissons, nous travaillons avec les médias et les services de communication pour pouvoir la résorber. Très bien. Est-ce que la gestion des cas malheureux que vous évoquiez tantôt ont perdu le temps à la NPE? Bien entendu, nous n'aurions pas aimé nous concentrer sur les difficultés de ce genre. Nous aurions aimé plutôt nous concentrer sur comment trouver les profils qui ont manqué, qui nous ont fait perdre 50% des opportunités. Nous aurions passé notre temps à faire cela plutôt que de nous occuper de quelqu'un qui veut à la fois manger l'argent de l'État et manger aussi la bénéficiaire, ou quelqu'un qui veut, par des moyens détournés, voir l'argent de l'État atterrir dans son compte ou dans sa poche. Cela nous occupe, mais cela fait partie de notre travail également, de ne pas permettre cela. Ce sont nos ressources à tous, ce sont nos impôts, c'est destiné à l'insertion professionnelle des jeunes, à aider les entreprises à prendre en charge ces jeunes-là. Ce n'est pas destiné à autre chose et nous devons lutter contre ça. Alors déjà, quels sont les profils les plus consommés, on va dire, par le programme? Oui, je voulais le dire. C'est ce que nous appelons les profils liés à l'appui à l'entreprise. Dans une entreprise, vous avez deux sortes de métiers. Vous avez le cœur de métier, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes à la télévision nationale, le cœur du métier, ce sont les journalistes, les animateurs. Mais en dehors de cela, vous avez les emplois d'appui à votre cœur de métier, sans lesquels vous ne pouvez pas fonctionner. Et ce que nous avons remarqué dans nos statistiques, ce sont ces supports à l'entreprise qui passent en premier lieu dans les recrutements que nous avons eus. Et ensuite, les cœurs de métier, il y a des grands domaines comme le BTP où il y a eu beaucoup plus de recrutement. Et cela se voit, cela se comprend dans la mesure où le gouvernement même a lancé de grands chantiers pour lesquels les besoins en ressources humaines se sont fait exprimer par les entreprises. Nous avons également les grands secteurs de l'hôtellerie et de la restauration dans lesquels les besoins nous ont été demandés. Et je peux dire que ce fait partie des domaines dans lesquels le matching entre le profil et la demande des entreprises n'a pas beaucoup fonctionné. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Les entreprises se plaignent de la qualité de nos ressources humaines en matière d'hôtellerie et de tourisme. Et donc, après cela, nous avons les domaines du numérique. J'en ai parlé tout à l'heure. Les spécificités que veulent les entreprises, c'est beaucoup plus pointu. Et pourtant, on a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui forment en hôtellerie, au métier du numérique. Vous savez, la formation n'est pas toujours ce que... Les entreprises sont rigoureuses dans ce qu'elles... Elles savent ce qu'elles cherchent. Et c'est cela aussi, la capacité d'une entreprise à évoluer et à être durable sur le marché. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous ne pouvez pas évoluer. Et nous rencontrons des chefs d'entreprise qui savent ce qu'ils veulent. Mais n'est-ce pas aussi le rôle des chefs d'entreprise ou des entreprises de façon globale d'accompagner, parce qu'on parle d'insertion dans l'emploi, donc d'accompagner dans la formation les candidats? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, nous avons des systèmes de formation où les entreprises participent. On appelle ça de l'alternance. À un moment donné, il faut donner l'opportunité
à la personne en formation d'aller dans l'entreprise de façon réelle et de découvrir ce dont on parle. Et ça, c'est en cours, à ma connaissance, cette réforme est en cours dans notre pays, ça va se généraliser et nous aurons besoin de la bonne volonté des entreprises de participer à la formation des jeunes parce que l'école, l'université, les centres de formation ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas avoir tout le matériel nécessaire pour montrer la réalité du travail. Vous ne voyez pas les hôtels dans les universités, mais si une jeune fille est formée en hôtellerie, il faudra bien qu'elle aille dans un hôtel pour se rendre compte de la réalité de la situation et de voir son emploi, comment cela s'exprime, comment on réalise cela et comment ça, les difficultés que ça peut avoir ainsi que les joies. Et donc, les entreprises doivent contribuer à la formation des jeunes, à la finalisation, j'allais dire, de la formation des jeunes. C'est important. Tout le monde recherche des profils pointus. On demande même au recrutement 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. C'est trop demandé. Oui, on ne peut pas le leur refuser. Vous savez, une entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une idée et qui allait emprunter de l'argent à la banque pour démarrer une entreprise. Cette personne est stressée. Elle doit rembourser la traite bancaire, elle doit payer les charges, et donc elle veut immédiatement une ressource qui va lui servir à produire, à avoir les bénéfices et pouvoir payer ses charges. C'est cela l'entreprise. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas refuser à un chef d'entreprise de chercher immédiatement la ressource disponible. Et c'est en cela qu'ils disent 5 ans, 10 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Mais après, évidemment, si quelqu'un n'a pas travaillé, il ne peut pas avoir d'expérience professionnelle. Et c'est en cela que les programmes comme le PSUE sont mis en place pour les aider. Vous avez peur que la personne que vous voulez recruter n'a pas totalement d'expérience, l'État dit « je paye pour vous ». Je vous assure le paiement. Du coup, vous n'avez plus d'inquiétude à avoir pendant cette période-là. Et là, vous profitez pour lui donner les affinements nécessaires pour pouvoir mieux être capable de pouvoir faire le travail. Et en cette période, ça ne vous coûte rien. Je vous ai dit qu'il est stressé. Il doit gagner l'argent pour payer la traite bancaire, il doit gagner l'argent pour payer les salaires, mais cette fois-ci, ce salaire est pris en charge par l'État. Et donc, c'est une aide à l'entreprise également. Et ça permet de contribuer à la formation également des jeunes. C'est pourquoi les 30% dont vous avez parlé, si ces 30% n'ont pas pu être recrutés, elles ont quand même acquis en expérience. Ils peuvent écrire sur leur CV 2 ans d'expérience dans une entreprise au poste 2. Et j'ai pu acquérir des compétences en 1. Et cela lui permet de se faire vendre ailleurs. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour les jeunes et les entreprises bénéficiaires, justement? Bon, pour les jeunes, les critères, il faut avoir au minimum un bac technique. Nous ne prenons pas les bacs généraux. Bac A, B, C, D, non, ne prenons pas. Nous prenons par contre les bacs techniques. Les généraux n'ont pas besoin d'emploi. Bien entendu, il y a d'autres programmes pour eux. Chaque programme a ses spécificités. Qui vient en quelle année? Il y en a déjà. D'accord. Et donc, il faut au moins avoir le bac ou avoir le BTS, avoir la licence ou le master. Dans des domaines précis de l'entreprise. C'est-à-dire, il y a une étude qui a été réalisée au démarrage du programme qui a permis de spécifier les besoins des entreprises en termes de ressources humaines. Et donc, par rapport à, il faut remplir ces conditions. Ensuite, pour le reste, c'est à vous. Il faut juste s'inscrire. Et sur une plateforme, si vous ne vous inscrivez pas, on ne peut rien faire pour vous. Il faut s'inscrire, mettre toutes les données qui sont demandées sur la plateforme, mettre son diplôme, et après, une fois qu'on s'est inscrit, il faut postuler. Il ne faut pas attendre, l'emploi ne vous viendra pas à la maison. Chaque semaine, nous mettons sur la plateforme du PSUE les emplois ouverts qui nous sont envoyés par les entreprises. Les demandes des entreprises, nous les publions. Et vous postulez, et puis après, le processus commence. Vous êtes présélectionné, vous participez à un entretien. Ça peut être un entretien en ligne ou un entretien à la CCIB. Et puis, vous êtes retenu dans le trio des meilleurs pour le poste que nous envoyons à l'entreprise. Et il revient à l'entreprise de décider finalement qui est le plus compétent qu'il veut recruter pour le poste.
Oui. Dans le cadre... les critères sont bien définis, sont bien clairs. Pourtant, il y a des récriminations. Il y en a qui pensent que le programme a une connotation politique. Il y a les maires, notamment, qui en profitent pour récompenser donc le jeune militant. Qu'est-ce que vous en dites, DG? Bon, moi, je n'ai pas entendu ça parce que la plupart des politiques qui se sont adressés à moi n'ont pas eu gain de cause parce que je n'ai aucun moyen de faire profiter quelqu'un. Aucun. Le programme est totalement digitalisé. Et si vous voulez, je vais vous dire comment ça fonctionne. Alors, lorsque vous êtes demandeur, que vous allez sur la plateforme, vous remplissez nom, prénom et toutes les données qui vous sont demandées, vous recevez un message qui vous dit que vous êtes éligible. Après, vous retournez sur le programme pour voir les posts publiés. Si vous pensez qu'un post publié vous correspond, vous postulez. Quand vous postulez, bon, vous êtes dans la machine. Le dernier jour, nous, l'équipe qui gère le programme, c'est une dizaine de personnes, hein, nous ne connaissons ni qui a postulé, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît personne. L'intelligence artificielle entre en jeu. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, nous demandons au programme, nous demandons à la machine de nous sortir ceux qui matchent, c'est-à-dire ceux qui répondent à 100% aux critères que l'entreprise a émis. Et la machine nous sort les noms. C'est la machine qui nous sort les noms. Est-ce que je peux falsifier la machine? Une programmation informatique, est-ce que je peux entrer dedans? Donc, les noms qui sont sortis de tous ceux qui matchent, enfin, ceux qui répondent aux critères de l'entreprise, ça nous vient. Par exemple, 200 personnes ont postulé, nous posons la question à la machine nous sort 50. Et vous dit, voici les 50 personnes qui répondent à 100% aux critères. Mais puisque l'entreprise a demandé une personne, alors comment on fait pour poursuivre? À cette phase, nous envoyons un message aux 50 personnes pour dire, vous avez été retenus pour le poste de temps, nous vous prions de vous connecter sur ce lien le jeudi à 9h55. Parce qu'à 10h, nous allons faire une évaluation en ligne pour sélectionner les personnes qui vont continuer le processus. Et le jeudi, à 8h55, vous vous connectez. Et là également, nous avons acquis un logiciel qui nous propose plus de 3 millions de questions. Wow. Un logiciel qui nous propose plus de 3 millions de questions. Et donc, à 10h, celui qui manipule la machine demande à la machine de proposer une dizaine de questions aux candidats qui sont en ligne, aux 50 candidats. Donc, celui qui propose les questions découvre les questions au même moment que les candidats. Et une fois qu'on a fini, en 30 minutes, qu'ils ont répondu, on demande à la machine de classer les 50 candidats par ordre de mérite. Et la machine nous les classe. Et c'est là que nous prenons les 10 premiers et nous allons encore à une troisième évaluation à la CCIB. Et à ce niveau-là, nous faisons venir des experts. Si c'est des comptables, nous prenons sur la liste des experts comptables. Si c'est des ressources humaines, nous prenons sur la liste et nous amenons des experts. À cette étape, l'entreprise peut participer pour directement décider, ou alors si elle ne participe pas, on passe les 10 et on classe maintenant le premier, le deuxième et le troisième. Et nous prenons les 3 premiers que nous envoyons à l'entreprise, quitte à elle maintenant de décider si c'est Paul, Pierre ou autre. Dans ce processus, personne ne peut intervenir. Tout se passe dans la transparence. Nous ne pouvons même pas. Mais du côté des entreprises, malheureusement, il y a eu des comportements regrettables. Nous avons pu recueillir des témoignages. Tout à fait. Tout n'est pas rose dans la mise en œuvre donc, de ce programme. Il y a donc des jeunes donc, qui sont victimes de mauvais comportements donc, dans les entreprises qui les accueillent. On va suivre un élément témoin qui nous explique tout. J'ai été pris par le PSIE et j'ai commencé mon contrat le 1er octobre dans une entreprise de TIC pour un poste d'ingénieur en système d'exploitation informatique. Maintenant, l'entreprise m'a recruté à condition que je suive une formation où je vais payer 75 000 francs sur mon allocation. Ils vont prélever 75 000 francs de mon allocation chaque mois pendant une période d'1 an. Et au début du contrat, nous avons fait signer le contrat du PSE normal et un second contrat où il était mentionné qu'on allait effectivement payer les 75 000 francs chaque mois. Mais le second contrat, nous n'avons pas laissé un exemplaire. On avait signé, ils ont gardé les exemplaires à leur niveau. Maintenant, pour effectuer le prélèvement du salaire, ils nous ont dit d'aller à la banque, de créer un compte bancaire là-bas et d'acheter une carte SIM MTN Momo et de relier la carte SIM à notre compte et de leur apporter la carte SIM qui était retenue à leur niveau, au niveau de l'entreprise.
Comme ça, à la fin du mois, quand le salaire venait, il soutirait les 175 000 du compte, il prélevait les 75 000, nous remettait le reste. Donc c'était sous cette procédure-là que les 75 000 francs étaient retirés. Maintenant, après avoir fait, et pour rester dans cette procédure-là, j'ai vu que la formation qui était pour moi, c'est à quoi je m'attendais. Donc j'ai décidé de dénoncer le cas et de démissionner. Et quelques temps après, le PSU m'a repris en charge, on m'a posé des questions pour comprendre la situation. Et maintenant, on m'a redonné la main pour pouvoir repostuler à de nouveaux postes pour le PSU. Quel était le comportement recommandable au candidat? Le candidat ne peut pas accepter ça. Comment vous savez s'il a accepté? Non, bon, s'il ne dénonce pas, et c'est pour ça que nous appelons les jeunes à dénoncer. N'acceptez pas d'entrer dans ce genre de jeu avec les chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise qui, dès le démarrage de votre travail, commence à dealer avec vous, ne va pas durer. Ça, ce n'est pas un emploi. Si dès le départ, le premier jour, il deal déjà avec vous pour siphonner l'argent de l'État, comprenez déjà que celui-là, il n'est pas sérieux. Et vous ne perdez rien à le dénoncer parce que vous n'allez rien apprendre chez lui et vous n'allez pas évoluer professionnellement avec cette personne-là. Et donc, nous recommandons aux jeunes de dénoncer dès le départ. Et quand ils dénoncent, nous prenons ça en charge. Le jeune a témoigné. Nous prenons ça en charge. Vous savez, ce genre de choses, ils font tout pour ne pas laisser des traces. Mais lorsque nous avons la moindre preuve, nous allons très loin en saisissant le procureur de la République pour que... Vous avez géré combien de ce type de cas? Oh, il y a eu beaucoup de cas pour lesquels nous avons dû agir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui ont été condamnés, qui sont en prison pour ces comportements-là. Il y a d'autres cas pour lesquels ce n'est pas assez clair. Parce que vous voyez, les gens ils nient, disent que c'est faux. Et nous, on n'est pas des juges pour savoir qui dit vrai et qui dit faux. Vous n'avez pas la moindre preuve. On n'a pas la moindre preuve. Et donc, quand on n'a pas la moindre preuve, on tombe dans des situations où, on n'arrive pas à résoudre. Et là, nous nous référons aux institutions appropriées pour démêler les cas. Mais dans ces cas-là, vous savez, le jeune perd toujours son emploi. Dès qu'il y a dénonciation et que le chef d'entreprise nie, et qu'il n'a jamais fait cela, il profite pour le renvoyer en même temps. Et donc, c'est pour cela que le gouvernement nous a autorisé dans certains cas, lorsque les cas sont justifiés, que nous avons le sentiment que le jeune est abusé, le gouvernement nous permet de redonner la main. Sinon, normalement, on profite du programme une seule fois. Mais lorsque vous êtes victime d'abus de la part de votre employeur, alors en ce moment-là, nous redonnons la main à la personne pour que la personne puisse bénéficier à nouveau du programme et pouvoir continuer son parcours professionnel. La simple peur de perdre son emploi, son premier emploi, peut-être, le jeune peut résister. Oui, vous avez raison. Par peur, les jeunes ont peur. Voilà un jeune qui a cherché de l'emploi en vain pendant longtemps. Il en trouve et son employeur lui propose des choses pas bien. Je comprends bien qu'il y a des jeunes qui ne savent pas quoi faire. Ils se disent, je vais perdre mon emploi, je vais le garder. Ça va durer un peu et puis après, ça va se normaliser. Mais je veux leur dire devant vos caméras que c'est un piège. Le chef d'entreprise qui veut dealer avec vous n'est pas sérieux. Il ne va pas aller loin avec vous. Si déjà, dans vos 175 000, il demande 75 000 francs, demain, combien il va vous payer quand il sera lui-même... Ça dit quand l'État va se retirer du programme et qu'il devrait vous payer. Vous croyez-vous qu'il va vous payer vraiment? Celui qui vous soutient 75 000 francs, il vaut mieux le dénoncer. Il vaut mieux le dénoncer, quitter son entreprise et que nous puissions vous trouver une nouvelle entreprise pour continuer votre parcours professionnel. D'accord. Depuis 2019, le Bénin est victime du terrorisme et beaucoup s'accordent donc à dire que ce sont des jeunes sans emploi qui sont souvent enrôlés dans ces entreprises. Alors, ce qui revient au gouvernement de faire des offres sérieuses d'emploi aux jeunes, surtout dans les zones frontalières. Qu'est-ce que vous proposez justement face à cette réalité? Vous savez, le programme tel que je l'ai décrit tout à l'heure ne nous permet pas de décider à la place des jeunes. Notre rôle est de le publier, de sensibiliser, de le faire savoir. La démarche est individuelle pour le moment. Et ce que nous faisons, c'est faire en sorte que ce soit connu partout. Qu'on soit à Malanville, Karimama, à Tiémé, à Vrankou, qu'on puisse en être informé et faire la démarche.
Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire la démarche pour les gens. Et vous ne pouvez pas non plus m'envoyer des listes que je vais prendre. On ne peut pas dire, bon, on va aller collecter les noms à Karimama, à Banikwara, et on va les insérer dedans. Ce n'est pas fait pour cela. Reconnaissez que le programme ne démarre que quand une entreprise a un besoin. Donc, l'entreprise dit, j'ai un besoin. On ne peut pas lui imposer. On doit lui trouver ce dont il a besoin. Et si ce dont il a besoin se trouve à Adjara, on ira chercher à Adjara. On ne va pas forcer. Il y a d'autres formes d'appui pour régler ce problème d'emploi à nos frontières. Et je peux vous dire qu'en tant que directeur général de la NPE, en dehors du PSUE dont je suis le directeur national, je coordonne également le programme d'inclusion des jeunes, le prodige qui s'occupe de cela. Et dans ce programme, nous privilégions les jeunes dans les zones frontalières. Nous avons 25 000 jeunes à financer, accompagner, former à des activités génératrices de revenus, à leurs propres activités, pour leur permettre de ne pas répondre aux appels de ceux qui veulent les utiliser à d'autres fins. Le PSIE ne peut pas utiliser cette même méthode. Est-ce que le programme a réussi à catégoriser les bénéficiaires sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'à Cotonou, nous avons eu tel chiffre, dans d'autres régions, nous en avons eu tel? Oui, nous avons toutes les statistiques, par département, par commune, on a toutes les statistiques, absolument. Et quelle était la région qui domine en termes de bénéficiaires? Bien entendu, vous savez que la concentration... Vous savez, c'est un programme élitiste. Il faut avoir le bac et plus. Et les élites sont concentrées dans nos grandes villes. Vous les trouvez à Cotonou, à Bomé-Calavi surtout, vous les trouvez à Porto Novo, à Paracou, et vous les trouvez moins dans les zones rurales. Donc, nos statistiques ne démentent pas la réalité urbaine et rurale que nous avons dans notre pays. Par rapport à la gestion des comportements regrettables de la part de certains chefs d'entreprise, nous avons eu la réaction d'un de vos collaborateurs que nous allons suivre. Il y a des plaintes relatives à l'extorsion de fonds, c'est-à-dire les cas de fraude, où des chefs d'entreprise veulent profiter du programme autrement que l'objectif qui lui a été assigné, en demandant parfois aux allocataires de partager une partie de leurs salaires avec eux. Il y a les plaintes concernant les cas de harcèlement de tout genre. Nous avons un dispositif de riposte contre les plaintes qui consiste non seulement à prévenir et à agir. Alors, la prévention, c'est d'abord ça, la sensibilisation. Et nous avons l'habitude de travailler avec des experts panélistes qui nous invitent, qui nous aident à l'évaluation des candidats à l'emploi préqualifiés pour les différents postes que nous publions. Alors, à ces experts, on a pris l'habitude de leur demander de consacrer 2 minutes de leur temps pour échanger, sensibiliser les candidats qui viennent devant eux sur les cas de fraude que nous avons sur le programme. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un candidat met pied au PSU, le premier contact que le candidat a, le contact physique que le candidat a avec le personnel du PSU et les experts conviés par le PSU, il est déjà sensibilisé sur les cas de fraude. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau de sensibilisation, dès lors que le candidat ou la candidate a la chance d'être sélectionné par une entreprise, au moment de procéder à la mise en emploi de ce dernier ou bien de cette dernière, le PSU envoie également, la coordination du PSU envoie un message clair sur les risques de fraude qu'il y a et les invite à nous saisir systématiquement dès lors qu'ils sont confrontés à ce cas. Nous avons conçu spécialement une plateforme pour cela. C'est kloo.me/ c'est-à-dire victime sans S, -abus. La première mesure qu'on prend, c'est de suspendre la collaboration avec l'entreprise. On le reprend la main. On empêche désormais d'être opérationnel sur la plateforme. On empêche de venir sur notre plateforme pour formuler une nouvelle demande de ressources. Et quand nous avons fini de faire ça maintenant, on va dans le fond du dossier. Nous avons des cabinets d'huissiers de justice qui nous accompagnent. On les saisit, on envoie les dossiers. Pour ce qui est des plaintes relatives au cas de harcèlement et de tout genre, sexuel et autres, nous saisissons directement l'INF. D'abord, à l'endroit des allocataires, je vais leur dire ceci. Quand vous êtes confronté à
des abus dans une entreprise, le premier réflexe, c'est de tenir informé le PSE. À nos chers partenaires, chefs d'entreprise, nous ne cesserons jamais de leur dire. Le PSE est un programme vertueux, tenu de manière vertueuse, où la transparence est de mise et les entreprises qui nous fréquentent savent de quoi nous parlons. Si nous donnons la rigueur nécessaire pour pouvoir les satisfaire dans de meilleures conditions, à elles, à leur tour maintenant, je veux bien parler des entreprises, de pouvoir vraiment nous donner le retour de l'ascenseur en ne déviant pas le programme de son objectif premier. Voilà donc pour ces précisions. Alors déjà, quels sont les différents cas donc, de fraude que vous connaissez dans ce programme? Vous savez, les fraudes, c'est comme l'intelligence humaine. Ça se développe. Et les gens, vous avez beau faire, ils trouvent les moyens de contourner. Mais globalement, ce que nous avons, c'est les cas d'extorsion de fonds. C'est le plus souvent, c'est cela. Les cas de harcèlement divers, harcèlement sexuel. Les cas de... Nous avons aussi des cas de tromperie, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a eu des cas, et j'ai même été confronté à une haute autorité qui m'a convoqué dans son bureau pour me parler d'un cas et nous avons vérifié. C'est-à-dire que l'entreprise, avant de donner les allocataires aux entreprises, nous allons visiter. Et vous savez que cette entreprise nous a fait visiter un lieu qui n'est pas le sien. Ah. Et après, quand on a envoyé les allocataires, les allocataires ont commencé à se plaindre. On dit, mais c'est pas possible, c'est parce que il n'a pas d'entreprise en fait. Wow. Enfin, il n'a pas de siège. Il nous a trompés. Nous avons pu enregistrer 30% seulement de candidatures féminines. Y a-t-il des solutions envisagées pour pallier le déficit? Bon, c'est ce que nous avons eu actuellement, c'est déjà important. Il s'agit pour nous de travailler, de sensibiliser, de faire en sorte que... Parce que après tout, je vous dis, la décision finale revient à l'entreprise. Si l'entreprise préfère les hommes, comment allons-nous faire pour lui demander de changer d'option? Il nous revient de les sensibiliser. Je pense que les femmes sont aussi capables que les hommes. Et d'ailleurs, on est allé plus loin, il y a les handicapés. On n'en a pas parlé, les personnes victimes d'handicap. Il y en a qui ont bénéficié du programme. Et donc, il faut essayer. Il faut que les chefs d'entreprise aient confiance aux femmes. Il faut que les chefs d'entreprise aient confiance aux personnes handicapées et les essaient, surtout à travers ce programme où ça ne leur coûte rien, afin de découvrir leurs capacités, leurs potentialités. Jusqu'à quand allons-nous continuer par bénéficier de ce programme? Bon, je suis tout sourire parce que le programme a été soumis en Conseil des ministres et le Conseil des ministres a approuvé sa poursuite. Donc, je peux dire aux jeunes qui s'inquiétaient, il y en a des entreprises qui nous ont saisis, ça va finir bientôt, normalement en juin. Nous allons finir les 5 années. Mais le gouvernement a décidé que nous puissions poursuivre le programme au bénéfice des entreprises et au bénéfice des jeunes. Justement, les résultats obtenus après 4 ans donc, donnent raison au gouvernement. Quelles sont les perspectives justement pour la nouvelle aventure? Les perspectives pour nous, pour les années à venir, c'est de mieux satisfaire les entreprises. Et nous sommes en train de développer d'autres stratégies d'identification. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, l'identification des compétences se fait volontairement. Mais c'est avec le cœur serré que nous sommes amenés à dire à des entreprises on n'a trouvé personne. Ou bien de remarquer que tous ceux qui ont postulé, personne ne répond au profil de l'entreprise. Et nous pensons que c'est des opportunités gâchées. Et donc, dans le futur, ce que nous allons développer essentiellement, c'est ce qu'on appelle vulgairement les chasseurs de tête. Comment allons-nous développer une stratégie de chasseurs de tête pour satisfaire ces 50% d'opportunités gâchées aujourd'hui, afin que nous puissions faire bénéficier plus de jeunes que par le passé. Les défis, c'est également de voir avec le gouvernement actuellement le nombre que nous avons, nous sommes en train d'atteindre environ 10 000 que nous allons atteindre peut-être à la fin du programme, est peu. Voir dans quelle mesure le gouvernement met plus de ressources pour que les 5 années à venir, nous passions par exemple de 10 000 à 20 000 pour le bénéfice des entreprises et le bénéfice des jeunes. Donc, nous allons travailler sur tout cela, travailler à resserrer les fraudes pour qu'il n'y en ait pas, parce que
ça augmente de plus en plus. Plus le programme est connu, plus il y a d'intérêt, plus ici il y a de fraudeurs. Il nous revient de travailler à resserrer les vis pour que cela ne passe pas et travailler à ce que l'information enfin puisse atteindre tout le monde, que nul ne dise qu'il n'est pas informé. Très bien. Nous arrivons au terme de cette émission. Que diriez-vous en conclusion? Je voudrais remercier le président de la République qui, il y a quelques années, je pense en 2018, nous a dit « Vos anciens programmes, c'est caduc. Nous allons faire autre chose. » Et par la suite, il a lancé ce programme. Je voudrais le remercier son gouvernement. Je voudrais remercier le ministre, les différents ministres, le ministre d'État, secrétaire général à la présidente, le ministre d'État Koupaki, qui est le président du comité de pilotage de ce programme. Je voudrais le remercier pour son orientation et son accompagnement. Remercier également tous les membres de ce comité, notamment le ministre d'État, le ministre des Finances, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, et remercier enfin le ministre Modeste Kérékou, le ministre des PME, qui est le ministre de tutelle de la NPE, sans oublier le ministre du Travail, Mme Adidjat Matis, qui ont constitué avec nous le groupe, où j'allais dire, qui a permis d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer ce programme et de le mettre là où il est aujourd'hui. Je voudrais continuer à souhaiter de bénéficier de leurs appuis et de leur orientation de manière à ce que plus de jeunes, plus d'entreprises soient contents de ce que nous faisons et de l'appui, de l'aide de l'État à leur entreprise. Monsieur le directeur général, merci. Il était question du PSIE, Programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme qui a d'ailleurs permis à des milliers de jeunes béninois d'accéder à l'emploi avec des résultats encourageants malgré certains défis qui restent à relever. L'essentiel maintenant est d'optimiser son impact pour qu'encore plus de jeunes bénéficient d'une insertion durable. Idrisso Boukari, merci. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. À très bientôt. Merci beaucoup, DG, et à très bientôt.